One thing in a Bonjour, bienvenue à tous sur One Thing in a French Day, épisode en live du lundi 7 juillet, l'épisode 2532 qui est consacré au Sacré-Cœur. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur Podbean et sur YouTube, j'espère que vous m'entendez bien. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de petite assistante avec moi, je suis toute seule, donc j'espère que je pourrai voir tous les messages et en même temps mener cet épisode à bien. Déjà, aujourd'hui, quel temps fait-il à Paris? Eh bien, vous savez que nous avons eu très chaud la semaine dernière, et là, enfin, depuis quelques jours, il fait beaucoup plus frais, et c'est très agréable. Donc, nous avons un temps couvert, il pleut ce matin sur Bois-Colombes et sur Paris, j'imagine. D'ailleurs, une première caractéristique du Sacré-Cœur, savez-vous qu'il est construit en pierre calcaire de la région parisienne, et cette pierre a une particularité. La pierre du Sacré-Cœur a la caractéristique de blanchir lorsqu'elle reçoit de l'eau, donc au contact de la pluie. Voilà, c'est pour ça que le Sacré-Cœur est un monument qui reste tout blanc à Paris, alors que c'est vrai qu'avec la pollution, on pourrait avoir tendance à, à imaginer que, comme d'autres bâtiments, comme le Louvre, etc., la pierre pourrait noircir. Alors, le Sacré-Cœur fête un anniversaire cette année. Ce sont les 150 ans du début de sa construction, parce que sa construction a commencé en 1875. Je vais faire un peu un rappel historique, parce que le Sacré-Cœur aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre vous, on trouve ça joli, c'est vrai qu'on le voit de partout. Par exemple, Lisa le voit le voyait depuis quand elle était au collège, depuis certains couloirs du collège. Et il est situé, comme vous le savez, sur la butte Montmartre, qui est le point culminant de Paris. Et donc, 1875, donc il y a 150 ans, commencent les travaux du Sacré-Cœur. Et d'après ce que j'ai lu, l'ambiance à Montmartre n'était pas tellement en faveur de la construction de cette église. Alors pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette partie de l'histoire de France. En 1870, la France perd une guerre contre la Prusse. Donc c'est à ce moment-là qu'on perd l'Alsace et la Moselle. C'est une défaite, et Paris, qui a mené un siège contre l'ennemi très long et qui a demandé beaucoup de sacrifices, n'accepte pas n'accepte pas la défaite et n'accepte pas l'armistice qu'il trouve humiliant. Alors, il se passe un événement, c'est qu'en 1871, le gouvernement, qui s'est réfugié à Versailles, donc qui est plutôt monarchiste, demande à l'armée de retirer les canons qui se trouvent sur la butte de Montmartre pour la défense de Paris. Et alors là, c'est le début d'une révolution, parce que les soldats refusent de tirer sur la foule, qui ne veut pas qu'on enlève les canons, qui veut continuer à défendre Paris, qui veut continuer à défendre son territoire. Et donc, les, les soldats, eux, refusent de tirer sur la foule comme on leur ordonne, et surtout laissent les canons et commencent en fait à être du côté des Parisiens. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans les rangs des Parisiens à cette époque, qui a mené le siège et qui souhaitent que la ville ne se rende pas? Eh bien, ce sont plutôt des ouvriers et des personnes des classes populaires, qui sont donc très en colère contre la capitulation de Paris, enfin de la France. Et donc, la commune de Paris décide de devenir indépendante, et pendant l'espace de quelques semaines, parce que ça dure même pas, même pas 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, Paris va être une ville indépendante. Ça va être un peu de la folie, parce que il va y avoir plein de nouvelles règles sociales, comme l'égalité des salaires, beaucoup de droits pour les femmes, des choses dans l'éducation, la séparation de l'Église et de l'État, etc. Tout ça va être décrété par la commune. Finalement, le côté versaillais décide de reprendre le pouvoir, que c'est pas possible que Paris soit indépendant, et donc ça va être en mai 1871 un épisode sanglant. Beaucoup de gens, qui sont les communards, vont être tués. Donc
les estimations disent qu'environ 20 000 personnes ont été tuées lors de cet épisode de la semaine sanglante. Des gens vont être envoyés au bagne, donc à l'autre bout de la planète, pendant des années. Enfin, c'est un épisode qui a vraiment marqué l'histoire de France. Et donc, quand la France perd contre la Prusse, donc en 1870, il y a tout un mouvement très traditionnaliste, très lié à l'Église, qui trouve que ça suffit, franchement, depuis la Révolution française, c'est n'importe quoi, et qu'il serait temps de rétablir un peu l'ordre moral. Et donc, il y a un personnage très influent à Paris, très influent sur la vie religieuse, qui s'appelle Alexandre le Gentil. Il rédige en 1871, au début de l'année, donc avant l'épisode de la Commune, ce qu'il appelle un vœu personnel. Et donc, dans ce vœu personnel, il dit que voilà, il serait temps de passer à autre chose, que la France a vraiment connu des grands malheurs, qu'elle risque d'en connaître d'autres et qu'il faut donc faire amende honorable des péchés. Et comment faire amende honorable? Eh bien, en construisant une église qui est dédiée au cœur de Jésus. L'Assemblée nationale est plutôt monarchiste et vote en 1873 l'utilité publique de la construction du Sacré-Cœur, permet en fait à l'Église d'exproprier des gens de Montmartre pour récupérer les terrains et donc de pouvoir avoir un terrain pour construire cette nouvelle église. Il va y avoir une grande souscription nationale, c'est-à-dire qu'en fait l'église, le chantier va être payé par les fidèles et qui vont réunir la somme nécessaire pour lancer le chantier. Et il va y avoir un concours et un architecte est choisi et un projet, donc celui que nous connaissons actuellement. Alors tout ça, ça commence avant les épisodes de la Commune, mais comme en plus on choisit cet endroit, les gens de Montmartre, eux, et les Parisiens, ne sont pas très contents qu'on leur impose en fait ce monument qui est donc religieux à un endroit où la Commune a commencé. Et tous les historiens s'accordent un peu pour dire que même si au départ Montmartre a été choisi parce que c'était un lieu de culte et c'est le lieu du martyre de Saint-Denis, donc tout ça en 1875, quand commence le chantier à Montmartre, donc en fait le village de Montmartre est envahi par cet immense chantier qui va quand même durer jusque dans les années 1920. Et même Zola va décrit un peu cette ambiance dans son roman qui s'appelle Paris. Et le frère du personnage principal, donc le personnage principal s'appelle Pierre, et donc il habite Montmartre, et son frère Guillaume est chimiste, et il rêve de faire sauter le Sacré-Cœur par un explosif de son choix, parce que franchement c'est tellement insupportable de se voir imposer cet édifice religieux à une époque où la France est aussi encore dans la tourmente de la Commune. On est aussi à une époque où on va voter les lois de séparation de l'Église et de l'État. Donc en fait, qu'on impose à Paris la construction d'un nouvel édifice religieux, c'est insupportable. Voilà un peu l'ambiance, et donc Zola, dans son livre Paris, en parle. Mais bon, finalement, on s'est habitué au Sacré-Cœur. Il fait partie, comme je vous le disais, de notre quotidien de Paris. Et maintenant, j'ai lu aussi que, par exemple, des gens se plaignaient quand une construction leur gâchait la vue, c'est-à-dire que on estime que c'est une belle vue de voir le Sacré-Cœur, donc cette église d'un style romano-byzantin, donc qui est inspirée de la basilique Sainte-Sophie. C'est-à-dire que les Parisiens maintenant sont très attachés, et je pense qu'on associe beaucoup le Sacré-Cœur à Montmartre et que les deux sont indissociables. Voilà, je vous retrouve très vite sur les ondes de One Thing in a French Day pour un épisode classique. Vous pouvez écouter le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Je mettrai en ligne une version de cet épisode live. Donc voilà,
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui et je vous retrouve avec grand plaisir très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.